La plupart des biographies d'André Le Nôtre rapportent l'anecdote suivante. Lors de l'anoblissement du célèbre jardinier par Louis XIV en 1675, le roi lui aurait demandé quelles étaient ses armoiries. Et Le Nôtre aurait répondu qu'il s'agissait de 3 limaçons couronnés d'une feuille de chou, et il aurait poursuivi, dans une citation toujours reprise par ses biographies, par l'exclamation suivante « Sire, pourrais-je oublier ma bêche ? N'est-ce pas à elle que je dois la bonté dont votre majesté m'honore ?» Mais cette anecdote est-elle historique ? Et si oui, à quoi ressemblaient donc réellement les armoiries d'André Le Nôtre ? Si vous vous posez cette question, je vous invite à prendre avec moi une bouffée d'héraldique. Et c'est un fait de société d'une ampleur considérable que l'apparition des armoiries. Parlant blason, Lambel, Bastogne, ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Castel-Jaloux. Eh ben, et celui-là, avec les 2 vipères rouges. Ah, celui-là, c'est plus qu'un clan, c'est la Carmélide. La Carmélide ? Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une bouffée d'héraldique. Il s'agit du 3e de notre série sur les armoiries d'artistes et cet épisode sera dédié à celle d'André Le Nôtre, le célèbre jardinier du roi Louis XIV, auquel on doit les jardins de Versailles, mais aussi ceux de Chantilly, de Sceaux ou encore de Vaux-le-Vicomte. En vérité, André Le Nôtre était bien plus qu'un jardinier, c'était plutôt un paysagiste, donc quelqu'un chargé de la conception des jardins et des aménagements des décors végétaux ou artificiels, comme les statues ou les fontaines. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver la bibliographie et les sources des illustrations utilisées pour cet épisode en description et sur les réseaux sociaux du podcast. Maintenant que le décor est posé, commençons cet épisode. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. L'anecdote que je vous ai contée en introduction est reprise par donc la plupart des biographes de Le Nôtre, de Jules Guiffret en 1912 à Dominique Garrigue en 2001, en passant par notamment Ernest Gannet en 1962 qui a fait une biographie qui fait encore référence pour beaucoup de biographes après lui. Stéphane Castelluccio, dans les actes du colloque international intitulé Le Nôtre, un illustre inconnu, en 2003, considère que cette anecdote pourrait être un indice de l'humour et de l'autodérision d'André Le Nôtre, qui est reconnu d'ailleurs par ses contemporains. Le Nôtre montrerait ainsi qu'il prend du recul par rapport à son anoblissement. Mais aucun de ces biographes ne cite ses sources pour cette anecdote. Et c'est extrêmement problématique dans une recherche qui se veut historique. En fait, l'histoire est une méthode et l'historien a besoin de citer ses sources pour qu'on puisse ensuite vérifier son discours. Et il a besoin de citer ses sources à chaque fait qu'il rapporte, pour éviter de tomber justement dans des anecdotes historiques qui pourraient être des réinventions postérieures. Et c'est pour cela que même pour des épisodes de podcast, je vous partage ma bibliographie et j'essaye de citer le plus possible, au cours de mon discours, les ouvrages desquels je tire les informations que je vous donne. Donc ici, en l'absence de sources citées, il est tout à fait possible d'imaginer qu'il s'agisse d'une anecdote inventée postérieurement. Mais par qui ? Et quand ? Pour répondre à cette question, je me suis d'abord tourné vers les grands mémorialistes du règne de Louis XIV en faisant l'hypothèse que cette anecdote était vraie ou en tout cas contemporaine à la vie d'André Le Nôtre. Les 2 grands mémorialistes qui sont souvent cités par les biographes d'André Le Nôtre sont Dangeau et son journal, mais aussi le fameux Saint-Simon et ses mémoires. Mais le premier, Dangeau, ne débute son journal qu'en 1684, soit environ 10 ans après la date supposée de cet épisode de l'anoblissement de Le Nôtre. Et le second, Saint-Simon, est né en 1675, donc la date supposée de cet anoblissement, et il n'a donc pas vécu cet épisode. Donc même s'il a rapporté cette anecdote, que je n'ai pas trouvée dans ses écrits par ailleurs, il s'agit de toute manière d'une source de seconde main, donc
qui peut aussi inventer ou ne pas être sûr de ses propres sources à lui. Cette recherche dans les mémorialistes est donc un coup dans l'eau. J'ai donc ensuite sorti l'arme fatale du chercheur en histoire moderne et contemporaine à l'ère de la numérisation massive. J'ai cité Google Books. En fait, Google Books, mis de côté tous les problèmes de biais de numérisation et tous les problèmes liés à la politique de la marque Google en général, c'est tout de même un outil très utile pour la recherche d'occurrences textuelles. Et notamment, on peut rechercher des occurrences précises, des citations précises et voir dans quels ouvrages elle apparaît pour essayer d'ensuite remonter une chaîne de citations et recitations d'une même anecdote. Donc, cette anecdote-ci, celle des armoiries d'André Le Nôtre, revient dans plusieurs ouvrages au XIXe siècle qui citent toujours inlassablement exactement la citation que je vous ai contée en introduction, avec même des guillemets. On est vraiment sur de la citation comme si c'était un fait réel, mais sans jamais citer les sources. J'ai été tout de même frappé par une occurrence en particulier dans un article du journal Le Correspondant, daté de 1879. Un article intitulé « De l'avènement des nouvelles couches sociales sous l'Ancien Régime » et écrit par un certain baron de Verneuil, qui est sûrement Jules Jean-Baptiste Joseph de Verneuil-Puyrassau, donc baron de Verneuil. Ce baron de Verneuil va citer en note de bas de page le dictionnaire historique de 1779, mais sans mention de page ni d'auteur, ça serait bien sûr beaucoup trop facile. Mais au moins nous avons une source. Bravo monsieur le baron. Mais, de nouveau, il y a un problème. En effet, il existe de très nombreux dictionnaires historiques qui ont été publiés entre le XVIIIe et le début du XIXe siècle, qui sont en fait des recueils de biographies, et chaque dictionnaire historique d'un auteur connaît plusieurs éditions, parfois plus d'une dizaine, et il est assez difficile de retrouver quel est le dictionnaire historique dont parle le baron de Verneuil, vu que nous n'avons que la mention dictionnaire historique et une date. Cette date justement de 1779 correspond au nouveau dictionnaire historique, qui a été dirigé par Louis Mayol Chaudon et publié à Gand par Géleroy. Dans le tome 5, à la page 94 de ce nouveau dictionnaire historique, je retrouve en effet l'anecdote avec la fameuse citation. Mais cet ouvrage est en fait la 4e édition du nouveau dictionnaire historique portatif de Chaudon, qui a été publié pour la première fois à Amsterdam en 1766. Et dans cette première édition, l'anecdote se trouve dans le tome 3, aux pages 344-345. Donc voilà, encore une fois, nous avions une première citation qui indiquait un nouveau dictionnaire de 1779, mais on se rend compte qu'en fait la citation est plus ancienne, si on arrive à remonter parmi les éditions du dit dictionnaire. Mais de nouveau, la porte se referme, car il n'y a aucune source de cité dans ce dictionnaire historique. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Bon, je ne me laisse pas abattre et je continue mes recherches sur Google Books en ciblant toutes les occurrences datant d'avant 1766 et donc d'avant la première édition de ce nouveau dictionnaire historique portatif. Et bingo! Je retrouve une première occurrence dans Google Books dans un abrégé de la vie d'André Le Nôtre qui se trouve dans le tome 9 de la continuation des mémoires de littérature et d'histoire dirigé par Pierre-Nicolas Desmoulins et qui date de 1730. C'est ainsi qu'en toute occasion, loin de se méconnaître, il rappelait son origine avec cette simplicité noble que l'on conserve rarement dans la fortune et qui sied si bien à ceux qu'un rare mérite a tiré d'un état médiocre. Le Nôtre ne s'oublia jamais. Le roi lui ayant accordé en 1675 des lettres de noblesse et la croix de Saint-Michel, voulut lui donner des armes. Il répondit qu'il avait les siennes, qui étaient 3 limaçons couronnés d'une pomme de chou. « Sire, ajouta-t-il, pourrais-je oublier ma bêche? Combien doit-elle m'être chère? N'est-ce pas à elle que je dois les bontés dont votre majesté m'honore ?» Ce dernier trait ne fait pas moins d'honneur à son caractère que les ouvrages que l'on vient de citer en font à son génie.
Mais malheureusement, l'exemplaire de ces continuations des mémoires de littérature et d'histoire auxquelles nous avons accès ne nous donne pas l'auteur de cet abrégé. Pour autant, cet abrégé est en fait cité en 1745 par un supplément au Grand Dictionnaire historique de Louis Moreri, qui est publié pour la première fois en 1674, et dont le supplément est ici édité par Pierre Roch en 1745, donc 15 ans après la rédaction de l'abrégé de la vie d'André Le Nôtre. Il s'agirait de, je cite, « Monsieur Degaut, son neveu, contrôleur des bâtiments du roi », donc le neveu d'André Le Nôtre. Mais justement, cet abrégé est bien postérieur à la mort d'André Le Nôtre, qui survient en 1700, et il l'est encore plus à l'événement raconté si l'on considère que cet événement a bien lieu en 1675. Donc, il nous faut maintenant savoir qui est ce Claude Degaut et quelles sont ses sources à lui. Et oui, l'histoire, c'est toujours un retour, une recherche des sources et des sources premières d'une information. Je dois donc me tourner vers un autre outil de l'historien, Wikipédia. Non, calmez-vous. Bien sûr, Wikipédia n'est pas une source, mais la consultation des bibliographies et des notes des pages Wikipédia est parfois bien utile pour trouver des références vers lesquelles se tourner ensuite, quand l'on n'a pas forcément trouvé lors d'un premier travail de bibliographie. Donc, que dit la page Wikipédia de ce Claude Degaut ? Déjà, il s'agit du petit-neveu d'André Le Nôtre, et non pas du neveu. En effet, il est le fils de Pierre Degaut, deuxième du nom, lui-même fils de Pierre Degaut, premier du nom, et de sa femme, donc, Élisabeth Le Nôtre, la propre sœur d'André Le Nôtre. Donc, Claude Degaut, petit-neveu d'André Le Nôtre. Et en vérité, il est possible de retrouver cette généalogie dans la biographie de Dominique Garrigue, citée précédemment, sur laquelle se base justement cette page Wikipédia. Mais cette page nous donne aussi une autre information capitale, qui vient d'un autre ouvrage ayant servi de source pour la rédaction de cette page Wikipédia. En effet, il existe une autre biographie d'André Le Nôtre que nous n'avions pas consultée, écrite par Patricia Boucheneau-Deschamps et publiée en 2013. Les affaires reprennent. Permettez-moi ici une petite digression encore, pour expliquer le contexte de cette découverte. En vérité, je m'étais rendu dans le 1er arrondissement de Paris afin de visiter le lieu de l'inhumation d'André Le Nôtre, nous y reviendrons. Et je me suis ensuite posé, pour patienter avant un rendez-vous, dans la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, INHA, qui est tout proche. J'ai, dans cette bibliothèque, continué mes recherches sur Google Books et trouvé les dernières informations que je vous ai données dans cet épisode. Et donc, j'ai découvert à ce titre cette biographie d'André Le Nôtre par Madame Boucheneau-Deschamps, qui est absente dans la bibliothèque dans laquelle je travaille habituellement, qui est la bibliothèque de l'École normale supérieure, et c'est pourquoi je ne l'avais pas consultée. Mais surprise, justement, la bibliothèque de l'INHA conserve un exemplaire de cette biographie. Donc, sans grand espoir, je suis allé le consulter, et là, miracle, enfin une biographe qui cite ses sources, et notamment une source sur cette question des armoiries de Le Nôtre. Alors, que nous dit cette historienne ? Elle aussi va remonter jusqu'à l'abrégé de la vie d'André Le Nôtre de 1730 que nous avions trouvé dans nos recherches via Google Books. Mais elle conteste l'attribution de cet abrégé à Claude Degaut. En effet, elle remarque plusieurs références à des sources publiques, comme justement le journal de Dangeau, les mémoires de Saint-Simon, mais aussi le nécrologe qui est paru dans le Mercure de France en 1700 à la mort d'André Le Nôtre. Et donc, elle s'interroge sur ces sources, sur ces sources dites... et donc elle s'interroge sur ces citations presque explicites de ces sources un peu publiques qui ne correspondent pas, selon elle, à l'hommage d'un proche d'André Le Nôtre, comme le serait son petit-neveu, Claude Degaut. En outre, elle a eu accès à un exemplaire de cet abrégé relié à d'autres biographies d'artistes, et dans la table des matières de cette réunion, qui est manuscrite,
cet abrégé est attribué non pas à Claude Desgaux, mais à, je cite, « Monsieur Charles-Antoine Coipel à partir des mémoires de Monsieur Desgaux ». Fin de citation. Ce Charles-Antoine Coipel est en fait le petit-fils du peintre Noël Coipel, qui a bien connu André Le Nôtre. Et donc, selon Bouchonneau-Deschamps, cet hommage serait écrit beaucoup plus d'après la propre histoire familiale des Coipel, et notamment de Charles-Antoine Coipel, mais aussi peut-être d'après des histoires, des anecdotes racontées dans l'entourage familial et amical du célèbre jardinier. Bref, pour conclure, cette anecdote relève beaucoup plus en vérité de l'histoire de famille que du fait historique. Ici, elle sert, comme vous avez pu le constater dans la citation, à insister sur l'humour et la bonhomie d'André Le Nôtre, qui se souvient d'où il vient, qui se souvient de ses origines plus modestes, malgré sa noblesse. Et c'est un humour, une bonhomie qui est sans doute travaillé pour se faire une place à la cour de Louis XIV. Mais cette anecdote apparaît en vérité 30 ans après la mort du célèbre jardinier et 55 ans après la date supposée de l'anoblissement d'André Le Nôtre, qui est placé en 1675 par Bouchonneau-Deschamps, en s'appuyant notamment sur des lettres patentes qui lui ont été indiquées par M. Hervé Pinotto, qui était alors président de la Société nationale des antiquaires de France et surtout un héraldiste très reconnu. Bien, nous avons répondu à une première question. Donc, d'où vient cette anecdote ? Mais qu'en est-il de l'apparence des réelles armoiries d'André Le Nôtre ? Portait-il justement des limaçons ? Alors, Ernest de Ganay, en 1967, nous apprend que ces armoiries seraient de sable à un chevron d'or accompagné de 3 limaçons d'argent, les 2 du chef adossés et celui de la pointe contourné. C'est-à-dire que les 2 du haut sont tournés vers l'extérieur de l'écu et que celui du bas est tourné vers sénestre, c'est-à-dire notre droite et non pas vers dextre. Il est donc contourné. Mais ces limaçons sont souvent représentés comme des limaces sans coquille. Et si vous avez écouté la série introductive de ce podcast, et notamment le 5e épisode de cette série sur la signification des armoiries, vous vous souvenez peut-être que je me suis étonné face à la possible contradiction entre ce blasonnement, et donc la présence de limaces ou limaçons sans coquille, et la représentation de ces armoiries dans l'armorial d'Hozier. En effet, on les retrouve à la page 185 du 23e volume, qui est le premier volume pour la ville de Paris, qui va donc représenter des escargots avec leurs coquilles. Mais j'avais tort. En effet, je ne m'étais pas demandé quel était le sens du terme limaçon au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Or, le dictionnaire universel de Furetière, publié en 1690, montre bien que le vocable limaçon réunit en fait les escargots avec leurs coquilles et les limas ou limaces qui n'ont pas de coquilles. Et d'ailleurs, dans l'édition de 1727 de ce dictionnaire de Furetière, revu par Banage de Beauval et Brutel de la Rivière, il est fait référence à la première édition du dictionnaire de l'Académie française paru en 1694, quand les immortels faisaient encore leur travail, parce que très honnêtement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce dictionnaire de l'Académie française a une seule et même entrée pour les mots limace, lima, limaçon et colimaçon. Et donc le mot colimaçon semble être un synonyme du mot escargot. C'est d'ailleurs ce que nous confirme le CNRTL, et c'est ce qui explique le transfert du terme vers l'architecture par analogie avec la coquille. On parle aujourd'hui d'un escalier en colimaçon, c'est-à-dire en escargot. Donc, les limaçons, ce sont aussi les escargots. C'est un vocable plus générique, plus large. Ainsi, les escargots, ce que j'ai considéré comme des escargots représentés sur les armoiries enregistrées dans l'armorial d'Hozier, sont en fait sans doute appelés des limaçons entre le XVIIe et XVIIIe siècle. À ce propos, notons à la suite de Patricien Bouchonneau-Deschamps que
André Le Nôtre est venu se faire enregistrer avec ses proches. On retrouve en effet sur la même page Noël Mollet, qui est directeur des pépinières du Roi, et son petit-neveu, Armand-Claude Mollet, dessinateur ordinaire des plans et jardins du Roi et jardinier au Louvre, mais aussi Henri Dupuis, jardinier du Roi chargé de l'orangerie et des jardins de Versailles, et son fils, André Dupuis, qui est jardinier du Roi chargé du jardin et de l'orangerie du Trianon. Donc, tous les jardiniers des palais royaux, ou une grande partie des jardiniers des palais royaux franciliens, sont venus entre amis et en famille pour se faire enregistrer. Donc de nouveau, on peut retrouver des individus derrière cette liste d'armoiries un peu froide qui constitue l'armorial de 1697. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Mais la question des limaçons étant réglée, puisque maintenant nous savons que vraisemblablement, il s'agissait en fait de ce que l'on appelle aujourd'hui des escargots sur les armoiries de Le Nôtre. Je me pose toujours la question des ornements extérieurs, mentionnés par l'anecdote qui a occupé la plus grande et la première partie de notre épisode. Notamment cette fameuse couronne ou casque, selon les versions, en forme de pomme de chou, qui, je dois l'avouer, me fait pas mal rire. Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec... Cet ornement extérieur est notamment mentionné par Taillemont des Réaux dans ses historiettes en 1840. C'est en tout cas lui que va citer Ernest Ganet dans sa biographie. Et Taillemont des Réaux nous parle d'un casque décrit comme un gros chou cabu dont les premières feuilles pendent de chaque côté comme des plumes. Or, les ornements extérieurs ne sont pas représentés dans l'armorial d'Hozier. Et c'est pour cette recherche que je suis donc allé visiter le lieu d'inhumation d'André Le Nôtre dans l'église Saint-Roch à Paris en espérant trouver une plaque ou un cénotaphe armorié. Mais malheureusement, j'ai fait chou blanc, sans mauvais jeu de mots. Car la plaque qui marque la sépulture de ce jardinier est très sobre et sans aucune armoirie. Mais la réponse à cette question pourrait peut-être venir d'un manuscrit conservé à la BNF et mentionné par Ernest Ganet, mais sans citer son numéro d'inventaire. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Heureusement, Madame Boucheneau-Deschamps est là. Elle vient de nouveau à notre rescousse, et dans une note de bas de page, où elle fait notamment des remerciements à Hervé Pinoteau, dont nous avons déjà parlé, elle donne quelques informations sur un manuscrit à la BNF, le manuscrit Clérambault 1245, qui réunit en fait des pièces à propos de l'ordre de Saint-Michel, dont le texte original du serment de Le Nôtre à son admission dans cet ordre le 20 juin 1693. Et ce serment est censé, selon Ernest Ganet, être cacheté du sceau aux armes de Le Nôtre. Et ce serment est censé être cacheté du sceau aux armes de Le Nôtre, d'après le texte rapporté par Ernest Ganet dans sa biographie. Il semble donc que nous ayons mis la main sur ce mystérieux manuscrit inédit d'après Ernest Ganet. Je file donc au département manuscrit de la BNF pour consulter le Clérambault 1245, en espérant trouver un sceau orné de ce fameux casque en forme de pomme de chou. Mais rien. Enfin, pas tout à fait. En effet, plusieurs folios de ce manuscrit, les folios 4317 à 4322, réunissent tous les documents relatifs à l'admission d'André Le Nôtre et de Jules Hardouin-Mansart, le célèbre architecte du roi qui a été admis le même jour que le jardinier. Notamment, le texte du serment que ces deux nouveaux ennemis doivent lire, comme tous les nouveaux membres de l'ordre, mais aussi le texte de serment en effet lu et signé par Le Nôtre. Je cite « Le 20 juin 1693, signé Le Nostre, et cacheté de son cachet, sur lequel paraît un écusson chargé d'un chevron accompagné de 3 colimaçons, surmonté d'un casque. » Puis ce texte est suivi ensuite de la mention du serment d'Hardouin-Mansart et de la description de son sceau, qui est aussi un écu armorié surmonté d'un casque. En bref, ce manuscrit ne contient pas de réel sceau. Et surtout, il n'y a aucune mention de cette fameuse pomme de chou qui timbrerait l'écu de Le Nôtre. En vérité, le texte mentionne seulement un simple casque classique, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans la description du sceau d'Hardouin-Mansart. Donc,
En l'absence de plus amples preuves, de nouveau, il nous faut conclure que ce timbre fait aussi partie de cette anecdote légendaire qui, semble-t-il, a été de plus en plus étoffée de nouveaux petits détails croustillants au fil du XIXe siècle. Ainsi donc, l'anecdote de l'attribution de ces armoiries à Lenôtre par Louis XIV après un bon mot du jardinier semble plus appartenir à une histoire ou à une anecdote familiale, et elle apparaît pour la première fois dans un hommage au jardinier 30 ans après sa mort en 1700 et 55 ans après la date possible de cette anecdote. Il s'agirait plus en vérité ici d'insister sur l'humour, la bonhomie, la modestie de Lenôtre, qui est en fait autant un individu réel qu'un personnage construit par et pour la cour. Et donc les armoiries de Lenôtre n'ont sans doute jamais contenu ni bêches, ni pommes de chou, mais par contre, il y a bien des limaçons, ou plutôt des escargots dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, sur les armoiries d'André Lenôtre. Ces escargots sont bien attestés dans notre seule source datant de l'époque, qui est, encore une fois, le Sacro-Saint armorial d'Hozier. Donc, si l'anecdote est fausse, très clairement, ces armoiries laissent penser que Lenôtre avait tout de même un certain sens de l'humour, ou en tout cas qu'il se laissait voir comme ayant un certain sens de l'humour dans le cadre de la cour de Louis XIV. C'est donc la fin de cet épisode, et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour étudier les armoiries d'un autre artiste, lui aussi appartenant à la cour de Louis XIV. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle bouffée d'héraldique.